Une délégation de l'Académie mondiale de taekwondo a été reçue par le président de la République lors de son séjour coréen. La Corée compte financer la construction d'un grand centre sportif et culturel en Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 5 milliards de francs CFA. En football, la Côte d'Ivoire vient de réussir cet après-midi une excellente opération en allant battre la République démocratique du Congo 2-1 en éliminatoire de la CAN 2015. Les éléphants reviennent à un point du Cameroun, accroché par la Sierra Leone, 0 but partout dans ce groupe D. Aux États-Unis, où se tiennent en ce moment même les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, le Premier ministre ivoirien a rencontré hier la vice-présidente de la MIGA, l'agence de la Banque mondiale chargée de la garantie des investissements. Et puis, la journée internationale de la fille, célébrée aujourd'hui 11 octobre, occasion pour la rédaction de RTI 1 de faire l'état des lieux de la situation des filles au cœur de la société ivoirienne, un constat qui révèle qu'elles font face à d'énormes difficultés, notamment l'injustice et les violences de tout genre. Voilà pour le sommaire, bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À suivre également dans ce journal la page culture consacrée ce soir aux réflexions sur le zouglou, un genre musical ivoirien qui a fait l'objet d'un colloque international le mois dernier. Ici, à Abidjan, on en parlera avec Marie-Clémence Adom, initiatrice justement de ce rendez-vous culturel. Mais avant, sachez que la Corée compte financer la construction d'un grand centre sportif et culturel ici en Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 5 milliards de francs CFA. Information donnée au terme d'une audience accordée par le président de la République Alassane Ouattara lors de son séjour coréen à une délégation de l'Académie mondiale de taekwondo, délégation accompagnée du ministre Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Le point avec Abiba Dambélé Saoué. Une délégation de l'Académie mondiale de taekwondo a été reçue par le président de la République. Parmi les membres de cette fédération, le célèbre maître Kim Young-tae, 9e dan de taekwondo, le vice-président de la Fédération mondiale, le docteur Lee Dae-soon, et le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, le ministre Bamba Cheikh Daniel. Les grands maîtres de taekwondo ont informé le président Alassane Ouattara que la Corée allait financer la construction d'un grand centre de taekwondo en Côte d'Ivoire. Moi, je suis très heureux pour rencontrer le président de la République. Il aime beaucoup de taekwondo. Je suis très content. Et puis, comme ministre Bamba Cheikh, il travaille très bien, très puissant. Nous sommes très contents. Le président de la République accepte de nous mettre dans la délégation officielle pour venir en Corée l'accompagner, qu'il accorde une audience spéciale au président de l'Académie mondiale taekwondo, au secrétaire général de la Fédération mondiale taekwondo, au grand maître Kim. C'est pour dire que nous avons acquis nos lettres de noblesse. Et il est venu aussi avec le dossier de la construction du palais taekwondo d'un grand centre sportif et culturel coréen de 5 milliards 200 millions que la population coréenne entend offrir à la Côte d'Ivoire. Donc nous devenons là le hub du taekwondo africain et mondial. Mais tout cela n'est que échange de bons procédés puisque le président a financé en 2 ans l'organisation de 2 grandes rencontres de taekwondo en Côte d'Ivoire. La Coupe du monde francophone avec 26 pays en 2012 et la Coupe du monde de taekwondo pour la première fois en 40 ans en Afrique. La Corée, 12e puissance économique mondiale, est aussi le pays du taekwondo, un art martial pratiqué dans 208 pays dans le monde. Le centre qui va être construit en Côte d'Ivoire sera certainement à l'image de Kikuwon, le temple du taekwondo à Séoul. L'actualité sportive ce soir, c'est bien sûr la Côte d'Ivoire qui a réussi cet après-midi une excellente opération en allant battre la République démocratique du Congo 2-1. C'était au stade Tata Raphaël de Kinshasa en éliminatoire de la CAN 2015. Les éléphants reviennent à un point du Cameroun, accroché par la Sierra Leone, 0 but partout dans ce groupe D. On écoute Fatima Sibé.
Les éléphants de Côte d'Ivoire avaient une échéance importante ce samedi 11 octobre. Après leur lourde défaite face au Cameroun, nos pachydermes se devaient de relever la tête pour cette 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Et d'entrée de jeu, ce sont les Ivoiriens qui se montrent plus entreprenants en se créant plusieurs actions. La sélection congolaise est déstabilisée par les multiples assauts à répétition. Kassoussoula bouscule Yaya Touré dans la surface de réparation. Penalty signale l'arbitre. Le soin de l'exécution de ce penalty est laissé à Bonnie Wilfried qui bute sur le portier congolais. Mais à la 24e minute, il se fait pardonner en ouvrant le score. À 1-0, les Congolais croient encore en leur chance et font même basculer le pourcentage de possession de balles. Mieux, ils égalisent grâce à Mongongu sur penalty. Mais l'équipe ivoirienne reste pleine de ressources et la démonstration de Yaya Touré à la 83e minute lors de l'exécution d'un magnifique coup franc d'un tir enveloppé du droit est repoussée par Kidiaba. Mais Max Gradel, présent dans les 6 mètres qui avait bien suivi l'action, catapulte le ballon dans les filets congolais et redonne définitivement l'avantage à la Côte d'Ivoire. Malgré les jets de projectiles par les supporters congolais, la sélection nationale ivoirienne maintient son avance et se rassure grâce à ses 3 points pris à l'extérieur. La défaite contre le Cameroun n'était donc qu'un mauvais pas. Sur une pelouse synthétique archaïque, les éléphants ont réussi à battre les léopards chez eux avant le match retour prévu le mercredi 15 octobre à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny. En bref, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan reçoit le prix du meilleur ministre des Finances Afrique subsaharienne. La réception de ce prix se fait lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale qui se tiennent en ce moment même aux États-Unis. Et justement, sur place aux États-Unis, le chef du gouvernement ivoirien a rencontré hier la vice-présidente de la MIGA, l'agence de la Banque mondiale chargée de la garantie des investissements. Daniel Kablan-Duncan a sollicité l'appui de cette agence pour la construction des 4e et 5e ponts ainsi que pour la construction du chemin de fer devant servir à l'acheminement des minerais de l'Ouest au port de San Pedro. Les précisions de notre envoyé spécial à Washington, Sylvie Touré. Les assemblées annuelles de la BAD et du FMI, un cadre de réflexion et d'échange, une aubaine pour nouer de nouveaux partenariats ou encore consolider ceux existants. La visite du Premier ministre dans les locaux de la MIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements, s'inscrit dans ce cadre. Daniel Kablan-Duncan et sa délégation sont allés présenter à la vice-présidente Keiko Honda de nombreux projets en vue d'obtenir l'accompagnement de l'agence. Nous avons plusieurs projets que nous avons présentés dans différents domaines. D'abord sur le secteur de l'électricité et à continuer le travail, le beau travail que MIGA fait donc en Côte d'Ivoire, mais aussi sur d'autres secteurs comme le secteur donc, de la transformation des matières premières, donc le cacao, disons que la noix de cajou, etc. Ils sont donc intéressés par cela, mais aussi donc des éléments comme le 4e et le 5e pont, comme disons que les projets donc de l'autoroute qui va aller donc d'Abidjan donc à Bouaké et vers le nord, comme le chemin de fer qui doit aller donc de Mans vers San Pedro pour évacuer les minerais de fer. Les performances économiques de la Côte d'Ivoire font d'elle un bon élève de la Banque mondiale. Ce dossier sera donc étudié avec beaucoup d'intérêt, a promis la vice-présidente de la MIGA. En tant que membre du groupe de la Banque mondiale, c'est un honneur de travailler avec la Côte d'Ivoire. Nous soutenons le secteur de l'électricité aussi bien que la construction de ponts. Nous voudrions faire encore un peu plus dans d'autres domaines et le Premier ministre Daniel Duncan nous a fourni d'importantes informations. Nous continuerons donc de travailler avec la Côte d'Ivoire. L'agence multilatérale de garantie des investissements soutient déjà la Côte d'Ivoire sur la construction du pont Henri-Konan Bédié et l'expansion de la centrale thermique Azito. Elle entend accompagner davantage le pays dans la réalisation de projets d'envergure. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, est de retour à Abidjan. Il revient des Comores où il a pris part à la cérémonie officielle d'ouverture de la 2e session ordinaire 2014. Le chef du Parlement ivoirien était l'invité spécial de son homologue, Borhan Hamidou. À la tribune lors de la cérémonie, le chef du Parlement ivoirien a invité au renforcement de l'unité et de la solidarité africaine. Je vous propose un extrait de son discours. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où de nombreux pays du Sud sont désormais aptes à contribuer
à leur propre développement de façon indépendante et endogène et de s'ouvrir dans une perspective de partage. La convergence de visions et d'ambitions de nos pays respectifs me paraît significative et opportune pour prendre et renforcer notre coopération sud-sud jadis amorcée. Elle permettra ainsi une mutualisation des moyens, un partage des risques et une synergie entre les énergies. Réaffirmons notre attachement aux initiatives novatrices en matière de coopération sud-sud qui rendent possible le partage de la prospérité, le développement durable et la dignité pour tous. C'est cela ma conception du panafricanisme. Ce panafricanisme vrai qui devrait nous éloigner d'un panafricanisme étroit et dogmatique dans lequel nous serions amenés à nous marginaliser encore davantage. Voilà, Guillaume Soro était au micro de nos envoyés spéciaux, Bro Léon et Joseph Conan, dont le compte-rendu complet vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Dans ce 20h, on s'intéresse également au programme Emploi Jeunes et Développement des Compétences, un programme qui traduit la volonté du gouvernement de créer des emplois. Il est supervisé par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. La phase pratique du projet est en marche, on le voit dans ce reportage de Serge Colléa. La promesse d'1 million d'emplois d'ici à 5 ans, faite par le chef de l'État, se précise. Le 1er janvier 2014, lors de son adresse à la nation, le président de la République est largement revenu sur le sujet. L'emploi, particulièrement l'emploi des jeunes, demeure une priorité. L'objectif de création de 1 million d'emplois sur 5 ans est toujours à notre portée. Pour atteindre cet objectif, plusieurs structures ont été créées, au rang desquelles le PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences. Un projet né en septembre 2011 de la volonté du chef de l'État. Le PGDEC il est financé donc, par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Il est bon donc de préciser que ces 25 milliards, ce n'est pas seulement pour le volet mise en stage. Vous avez plusieurs volets du projet. Vous avez le volet formation professionnelle pour donner la possibilité à ceux qui ont des formations qui ne sont pas recherchées par le secteur productif d'avoir une requalification pour avoir accès donc aux entreprises. Vous avez aussi le volet entrepreneuriat pour ceux qui veulent créer leur propre entreprise. Pour joindre l'acte à la parole, plus de 20 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans ont déjà bénéficié de stages en entreprise grâce au PGDEC, le projet Emploi et Développement des Compétences, avec notamment des stages rémunérés. Ces jeunes sont comptables, électromécaniciens, plombiers ou énergéticiens. Parmi eux, 215 bénéficiaires du PGDEC sont recrutés par l'UTEXI après 8 à 9 mois de stage. À l'UTEXI, ici, je suis soudeur à l'atelier comme soudure. Il y avait des offres qui correspondaient à mon profil, donc j'ai postulé et c'est ainsi que j'ai été retenu à UTEXI de Dimokro. Et présentement, je suis dans la section finition tissage. J'ai fait le lycée professionnel de d'Aoukro et après ma formation du froid et la climatisation, j'étais avec des particuliers et Dieu merci, j'ai bénéficié du projet PGDEC et je me suis retrouvé ici. La GEP, la structure technique chargée de la sélection des postulants. Faire en sorte que tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont en quête d'emploi puissent bénéficier des mêmes services. Le PGDEC prend aussi en compte les travaux à haute intensité de main-d'œuvre appelés TIMO. Les TIMO sont destinés aux personnes sans qualification. La question de l'emploi des jeunes demeure une priorité pour le gouvernement ivoirien qui entend multiplier les initiatives. Dans la loi de finances de 2015 qui est en discussion actuellement au sein du gouvernement, des avantages ont été prévus par mon département ministériel au profit des entreprises qui feront de la question du stage et de l'emploi des jeunes une des priorités. N'oubliez pas que le Premier ministre l'a déclaré, 2014-2015, c'est vraiment l'année de la lutte contre le chômage de la jeunesse, donc l'année de l'emploi. Je vous le disais en titre, la journée internationale de la fille est célébrée aujourd'hui 11 octobre, occasion pour la rédaction de RTI 1 de faire l'état des lieux de la situation des filles au cœur de la société ivoirienne.
Un constat qui révèle que les concernés font face à d'énormes difficultés, notamment l'injustice, des violences de tout genre. Notre reporter n'occulte pas également la responsabilité de certaines filles qui vivent au-dessus de leurs moyens dans une quête perpétuelle de luxe. C'est un sujet de Christelle Honda et Grace Kando. Elles ont, pour la plupart, entre 16 et 19 ans, ces filles qui ont des rapports sexuels avec des personnes âgées. Besoin de paraître, de faire comme les autres ou ignorance. 19 ans, il a pris grossesse. Quand il a découvert qu'il était marié, il a pris mon enfant. Je suis partie chez lui. Je suis partie le trouver avec une femme. Il m'a giflé. Il a commencé à me frapper. Il l'aimait. Puis il a dit qu'il allait me marier. Les relations intergénérationnelles sont définies comme étant des relations sexuelles hors mariage entre un homme et une femme ayant une différence d'âge d'au moins 10 ans. Selon le psychologue, plusieurs raisons expliquent le phénomène communément appelé papa gâteau. La femme a tendance à s'associer aux personnes qui sont déjà prêtes à assumer ce rôle-là. Ces hommes, en allant avec ces jeunes filles, cherchent aussi la puissance. L'homme a tendance à penser qu'il devient faible, quelquefois sexuellement. Cette journée internationale de la fille est aussi mise à profit par les ONG et organisations de la société civile pour sensibiliser et informer sur les dangers liés à ce phénomène. Elle risque de rester maîtresse ou elle risque de contracter des grossesses avec ces personnes et il est difficile de revenir s'accrocher aux personnes de leur génération puisque elles ne se retrouvent plus avec ces personnes. D'autres conséquences, ce sont les maladies. Ces filles peuvent contracter des maladies. Il s'agit entre autres du VIH-Sida, des grossesses non désirées et bien d'autres. Hier a eu lieu le lancement du Forum des droits de l'homme, une activité de la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Il est question de mettre en place un cadre d'expression et d'échange commun entre les acteurs de la défense et de la protection des droits de l'homme. La première session débutera le 6 novembre prochain. La cérémonie de lancement a enregistré la présence d'Aïchatou Mindaoudou, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Salimatou Dia Hamza Diaby. Coup d'accélérateur pour la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme. Elle passe à une étape supérieure. Après la tenue d'une table ronde le 5 mai dernier, place maintenant à la création d'un cadre permanent de concertation et de consultation entre les institutions et les organisations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. Une volonté commune de la CNDHCI et l'ONUCI. Objectif, bâtir des stratégies susceptibles de renforcer le système national de promotion et de protection des droits de l'homme. Après le lancement, nous en viendrons aux sessions ordinaires qui sont des sessions mensuelles qui vont se tenir tous les derniers jeudis du mois et qui vont, au-delà de ceux que nous avons cités, réunir aussi les points focaux des différents ministères du gouvernement. Cette initiative de la CNDHCI facilitera la consultation régulière entre les acteurs des droits de l'homme. Elle est saluée par les autorités présentes à cette cérémonie de lancement. Les organisations de la société civile, à l'instar des autres acteurs sociaux, ont un rôle primordial à jouer en vue de la tenue d'élections crédibles, démocratiques et paisibles en 2015. Je voudrais donc les appeler à transcender les clivages et à œuvrer à la promotion et à la protection des droits de l'homme tout au long du processus électoral. La Commission nationale des droits de l'homme est un organe étatique, consultatif, indépendant, doté de la personnalité morale. Elle conseille notamment le gouvernement et rend compte de la situation des droits de l'homme sur le territoire national. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, a rencontré avant-hier ici à Cocody les acteurs de l'industrie touristique. C'était à la faveur de la première édition du cadre d'échange État-secteur privé dénommé les rencontres sectorielles, une initiative du comité de concertation État-secteur privé. Le compte-rendu de Mahamadou Traoré est commenté par Serge Coléa. Le face-à-face gouvernement-secteur privé touristique s'est articulé autour du thème « Quel partenariat État-secteur privé pour une industrie touristique en Côte d'Ivoire ?» Pour le ministre Roger Kakou, le tourisme ivoirien
est en pleine renaissance après la crise traversée par la Côte d'Ivoire. À preuve, note-t-il, entre 2012 et 2013, 76,5 milliards de francs CFA d'investissement en infrastructures hôtelières ont été réalisés. À cette même période, le nombre de touristes est passé de plus de 289 000 à environ 300 000. Quant au taux d'occupation des hôtels, il s'est accru, passant de 58% à 65%. Fort de cette embellie soutenue par une politique de dynamisation du secteur, le gouvernement veut désormais atteindre 500 000 touristes en 2015 et 1 500 000 touristes en 2020. À terme, il s'agit de relever la contribution du tourisme dans le produit intérieur brut actuellement en dessous des 5%. Le secteur privé, acteur majeur dans l'atteinte de cet objectif, souhaite la levée de certains obstacles à l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire. Au nombre de ces obstacles, la réduction des taxes aéroportuaires. Pour leur part, les représentants des compagnies aériennes promettent une réduction des billets d'avion. On en vient à l'ouverture jeudi au plateau de la première édition du Forum ivoirien des structures d'appui. Ce forum, mis en route par la Chambre de commerce et d'industrie, entend permettre aux petites et moyennes entreprises, PME, de faire connaissance avec les structures techniques publiques et privées qui ont pour vocation de les assister à des fins de compétitivité. Mahamadou Traoré, Francis Boifo. Le premier forum ivoirien sur les structures d'appui FISA offre des opportunités d'affaires aux promoteurs des petites et moyennes entreprises PME. Au niveau de la Chambre de commerce, nous avions un département de l'appui aux entreprises de la promotion du secteur privé. Nous offrons plusieurs services. Au niveau de l'animation, nous faisons des promotions économiques. Quand les investisseurs viennent en Côte d'Ivoire, c'est nous qui mobilisons les opérateurs économiques pour pouvoir les rencontrer, pour tisser des partenariats. Nous vous accompagnons dans tout ce qui est bon de commande, dans tout ce qui est avance sur facture. Si vous avez des travaux avec des entreprises, la MCFPME vous accompagne par des financements. Il faut dire qu'aujourd'hui, notre objectif, tant bien même c'est de financer la PME, au-delà de ça, c'est de la professionnaliser. Jusque-là méconnues, les structures d'appui sont des entités publiques et privées qui accompagnent les PME et PMI sur la voie de la compétitivité. Nous saluons l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de permettre aux structures d'appui et aux PME de s'asseoir autour d'une table pour échanger et définir un cadre de coopération bénéfique pour tous. En initiant le FISA, la Chambre de commerce et d'industrie entend faire la promotion des structures d'appui auprès des PME et PMI. Cette démarche cadre avec la stratégie gouvernementale de développement du secteur privé. C'est que le gouvernement veut relever la contribution des PME au produit intérieur brut PIB, estimé à 20%. Le Salon international de l'alimentation et de l'art de vivre à Siertes 2014 a ouvert ses portes ce jeudi au Palais des Sports de Treichville. 72 heures durant, les acteurs du secteur agro-industriel ont présenté leurs produits et leur savoir-faire au grand public. Ce salon, qui est à sa première édition, est organisé par Dida Communication et vise à promouvoir les produits agro-industriels ivoiriens. Ce premier salon international de l'alimentation et de l'art de vivre est une plateforme d'échange entre différents acteurs du secteur agro-industriel ivoirien. Une cinquantaine d'exposants vont présenter leurs réalisations dans les domaines de la production, de la transformation, de la distribution et de la promotion des produits agricoles et agro-industriels. À l'instar des personnalités présentes, le ministre du Tourisme, Roger Kakou, a salué l'initiative des organisateurs. Selon lui, ce salon va contribuer à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Tourisme, industrie alimentaire et l'art de vivre sont extrêmement liés dans la mesure où la qualité et la gamme variée de produits agroalimentaires apportent une plus-value considérable à l'offre touristique d'un pays. La Côte d'Ivoire est riche de son sol et de son climat, très favorable à une production agricole efficiente. Pour le commissaire général du Salon international de l'alimentation et de l'art de vivre, il s'agit donc d'une opportunité offerte à la jeunesse ivoirienne et aux acteurs du secteur agro-industriel de répondre présent au rendez-vous de l'émergence 2020. Le Salon international de l'alimentation est la plateforme qui
va s'instaurer désormais en Côte d'Ivoire pour promouvoir le secteur agroalimentaire, le secteur de l'agro-business et puis mettre en valeur tous les acteurs de ce secteur. Ce salon est un salon qui vient à point nommé. Et nous qui sommes en charge de la décentralisation en ce qui concerne les conseils régionaux, je pense que ce secteur est pourvoyeur d'emplois. Projection de films sur le patrimoine culturel ivoirien et visite des stands ont animé cette cérémonie d'ouverture qui a enregistré la participation d'opérateurs économiques venus d'autres pays d'Afrique. Des agents du ministère de l'Environnement et des responsables des collectivités locales prennent part à un séminaire de formation à Grand Bassam. Il vise à rendre plus efficaces les participants en vue de trouver un mécanisme fort qui puisse débarrasser les villes ivoiriennes des immondices. Éric Goré, Serge Coléa. En Côte d'Ivoire, la problématique du traitement des ordures ménagères préoccupe les structures en charge de la question et les collectivités locales. Comment appuyer les collectivités locales à travers le fonds du programme de salubrité urbaine afin de les rendre plus efficaces? C'est l'objectif de ces 3 jours de formation à Grand Bassam. Au sortir de ce séminaire, les maires qui sont acteurs, n'est-ce pas, et bénéficiaires de ces actions, n'est-ce pas, vont nous faire des propositions que nous allons prendre en compte, n'est-ce pas, pour mieux orienter maintenant nos actions. Les participants entendent trouver une synergie d'action entre les structures du ministère de l'Environnement et les collectivités locales pour offrir un cadre de vie agréable aux populations. Nous sommes heureux de savoir aussi qu'il y a des acteurs autour de la salubrité qui nous aident à vraiment faire efficacement notre travail. Le docteur Alakwadou Rémy, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la salubrité urbaine, attend au sortir de ce séminaire des propositions concrètes. Les infrastructures, les équipements sont mis à votre disposition. Il s'agit de faire en sorte que la maintenance des équipements, que l'animation de ces infrastructures soit une réalité. Et pour ce faire, vous avez donc besoin en amont de prévoir un budget qui vous permette de prendre en charge les personnels qui vont être commis à la tâche. Logé au ministère de l'Environnement, le fonds de financement du programme de salubrité urbaine existe depuis 5 ans. Il a été créé pour appuyer les actions de salubrité menées par les acteurs du secteur de l'environnement. En politique, l'alliance Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, célébrée à Zienaula, c'est dans le centre-ouest du pays. Les élus et cadres, les chefs coutumiers et les populations se sont rassemblés à la gare routière de la ville. Ils ont rendu un hommage aux 2 personnalités politiques, une cérémonie d'hommage riche en chants et danses du terroir Gouro, nous dit Gabriel Zani. Ils sont venus nombreux des sous-préfectures de Gouïtafla, de Voueboufla et de Maminigui à l'appel de Ferdinand Zambigoui, député de la commune de Zienaula, pour célébrer 2 hommes, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Cet hommage fait suite à l'appel lancé par Bédié à Daoukro le 17 septembre dernier. Un appel, selon le député, qui a libéré le pays de l'impasse de l'élection présidentielle de 2010. En 2015, le président Alassane Ouattara sera le candidat unique du RIDP, c'est-à-dire du RDR, c'est-à-dire du PDCI, c'est-à-dire de l'UDPCI, c'est-à-dire du MFA. Honnêtement, qui peut se présenter contre un tel candidat? Selon moi, personne, sauf celui qui est sûr de sa défaite. À Zienaula en 2015, le candidat de Bédié sera le candidat de tous. Nous avons besoin de la paix pour que nos enfants puissent aller à l'école, pour que nos maris puissent avoir du travail, pour que nous-mêmes, nous les femmes, nous puissions avoir des fonds pour vraiment faire nos commerces. Tout le monde doit se mobiliser autour de cette candidature parce que c'est la paix que Bédié a donnée. Les chefs traditionnels et religieux ont aussi salué l'appel du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous lui disons merci pour l'idée qu'il a eue. Nous acceptons parce qu'il faut créer l'union pour pouvoir avancer. Quelqu'un qui travaille, il faut travailler avec lui. Quelqu'un qui veut faire quelque chose chez toi, il faut faire travailler, il faut l'aimer. Pour le député Ferdinand Zambigoui, une sensibilisation accrue est nécessaire pour amener les populations à adhérer à l'idée de la candidature unique d'Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Mais avant la victoire d'Alassane Ouattara à cette élection, Zienaula est déjà en fête.
Les 25 et 26 octobre prochains se tiendra le 3e congrès ordinaire du RFR, le Rassemblement des femmes républicaines. Les préparatifs de l'événement ont été évoqués par la présidente du comité d'organisation du congrès. Elle a animé un point presse mercredi, Maïsako Kader Sogodogo. En vue de donner des informations sur l'organisation du congrès du Rassemblement des femmes républicaines prévu les 25 et 26 octobre 2014, l'instance du RDR a tenu un point presse animé par la présidente du comité d'organisation, Maferima Diarasuba. La rencontre a permis de dévoiler la liste des candidates au poste de présidente nationale du Rassemblement des femmes républicaines. Il s'agit de Mme Bamba Sorona, de Mme Diomandé Mariam, de Mme Kone Mama, de Mme Koulibaly Mariam, de Dr Ouattara Joséphine Yéné, Mme Trazéré Célestine et Mme Touré Nameta qui a également fait acte de candidature. Concernant la liste des congressistes, nous les invitons donc à faire le nécessaire avant le 9 octobre 2014, date limite de validation de la liste des congressistes. 2500 délégués sont attendus à ce congrès. La campagne pour la présidence du RFR prendra fin le 24 octobre à minuit. L'élection de la présidente du Rassemblement des femmes républicaines se déroulera le 25 octobre et les résultats seront connus le 26 octobre. Notons que ce congrès est placé sous le signe de la maturité politique des femmes républicaines. Le thème retenu est « Élection 2015, femmes unies et mobilisées pour ados ». Bienvenue dans la page culture. Elle est consacrée ce soir aux réflexions sur le zouglou, je vous le disais en début de journal, un genre musical ivoirien qui a fait l'objet d'un colloque international le mois dernier, ici à Abidjan. On en parle avec Marie-Clémence Adom, initiatrice de ce rendez-vous culturel. Marie-Clémence Adom, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi un colloque spécialement consacré au zouglou et pas sur un autre genre? D'abord parce qu'il y a 25 ans que le zouglou existe sur la scène ivoirienne et je pense que de mémoire d'ivoirien, aucune pratique musicale n'a connu une telle longévité. Ensuite, parce qu'il y a de très nombreux travaux qui ont été initiés autour de la question, mais de façon un peu dispersée. Il nous a donc semblé utile de faire le point avec un groupe de chercheurs, avec les praticiens du mouvement pour voir où on en était et éventuellement comment aider à mieux faire avancer les choses. Marie-Clémence Adom, vous l'avez dit tout à l'heure, le zouglou s'est révélé au paysage culturel et artistique ivoirien en début des années 90. Ce genre, très vite adopté par les mélomanes, a fini par s'imposer comme un élément essentiel de l'identité culturelle du pays. Plus de 24 ans après, le zouglou semble continuer de marquer sa présence sur les grandes scènes d'ici et d'ailleurs. Notre reporter Serge Coléa jette un regard justement sur cette musique qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Écoutez, regardez. Rythme musical, urbain et populaire, né de l'inspiration de la jeunesse estudiantine des années 90 en Côte d'Ivoire, le zouglou a pris son envol à la cité universitaire de Yopougon un jour d'octobre 1991. Bilé Didier, lead vocal du groupe Les Parents du Campus et ses copains étudiants donnent à travers la chanson Boglo Kofi la raison d'être de cette véritable révolution musicale. Et c'est cette manière d'implorer le Seigneur qui engendre le zouglou. Danse philosophique qui permet à l'étudiant de se recueillir et d'oublier un peu ses calmes. Le succès ne se fait pas attendre. L'album caracole en tête des ventes avec le chiffre record à l'époque de 90 000 cassettes vendues. La fièvre zouglou quitte alors le cadre des campus pour s'emparer de toute la jeunesse ivoirienne. Celle-ci se reconnaît dans cette philosophie qui consiste à dénoncer, à tourner en dérision dans une forme de satire bien ivoirienne les travers de la société.
Plus de 24 ans après les premières notes distillées, le Zouglou a gagné en maturité. Il fait partie de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire et se vend dans le monde entier. Magic System, aujourd'hui, fer des lances de ce mouvement, Espoir 2000, Yodé et Siro, les garagistes pour ne citer que ceux-là, après l'époque des doyens, ont pris le relais pour garder la flamme du Zouglou allumée. Marie-Clémence Adom, au cœur de votre colloque, vous avez abordé surtout deux thématiques principales, notamment l'enracinement et l'influence du Zouglou. Déjà, est-ce que vous pensez que le Zouglou est suffisamment enraciné pour faire face à l'avènement des nouveaux genres musicaux qui émergent ici en Côte d'Ivoire? Oui, sincèrement, je le pense. D'abord parce que, à regarder fonctionner le Zouglou et dans son rapport avec les autres genres, on remarque que, en termes d'influence, il y a une très forte influence, certes, des musiques du terroir, mais il y a aussi dans le Zouglou une influence des musiques venues de l'extérieur, sans que forcément ces musiques-là ne prennent le dessus et sans qu'elles ne lui ravissent son identité. Comment fait-on pour percevoir cette influence du Zouglou dans la musique ivoirienne? Oui. Mais déjà, moi je pense au niveau de la tonalité, de rire, de dérision, qu'on n'observait que dans le Zouglou, mais qui, de façon insidieuse, se retrouve chez de très nombreux chanteurs. Je prends par exemple Mewe aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un petit fonctionnement quand on écoute, on a un relent de Zouglou à l'intérieur. Vous voulez dire, êtes-vous en train de dire que tous les artistes ivoiriens s'inspirent quelque part du Zouglou? Oui, ça je pense qu'on peut l'affirmer, de mon point de vue. Oui. D'accord. Au-delà de cette influence sur les artistes ivoiriens et du terroir, si vous voulez, quelle est l'influence du Zouglou sur la société ivoirienne en général, les jeunes? Peut-être sur les jeunes d'abord, peut-être parce que le Zouglou est un genre pratiqué en majorité par les jeunes. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une influence positive dans le sens où le Zouglou leur offre une ouverture sur l'avenir. Le Zouglou leur donne de ne pas désespérer du présent. Quand on écoute les chansons de ces jeunes-là, il y a une espérance qui est portée. Et je pense que ça, pour une jeunesse, c'est très important. Ensuite aussi, le fait même que tous ces jeunes-là se lancent dans le Zouglou, je pense qu'au niveau économique, il y a quand même une plus-value parce qu'on ne les retrouve plus dans la rue, on ne les retrouve plus à des choses qui auraient pu être plus dangereuses pour nous. De ce point de vue-là, oui, c'est positif. D'accord. Un colloque international, c'est surtout une rencontre scientifique. Quelles sont les recommandations qui sont sorties de ce colloque international sur le Zouglou? La première recommandation, je pense, c'est une invitation aux politiques de s'emparer de la question du Zouglou dans le sens d'un meilleur encadrement. Nous avons recommandé, dans la mesure du possible, la création d'une médiathèque virtuelle ou physique en vue de conserver les œuvres des chanteurs que très souvent on ne retrouve plus sur le marché quelques mois à peine après leur sortie. On a aussi recommandé, le colloque a aussi recommandé la mise sur pied d'un observatoire du Zouglou pour voir comment le genre évolue, pour voir comment est-ce qu'il dit la société ivoirienne et éventuellement quel est le bénéfice qu'on peut en tirer et que même les politiques peuvent en tirer dans l'orientation des politiques sur la jeunesse. Mais tous les appels que vous lancez finalement, on a l'impression que vous attendez tout du gouvernement. Qu'est-ce que les Zougloumènes eux-mêmes font pour l'essor de leur genre? Depuis 25 ans, je pense qu'ils ont beaucoup fait. Et ce qu'ils font, et ce qu'on doit attendre qu'ils fassent, c'est surtout de créer. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute, ils créent. Je ne crois pas qu'on puisse leur demander, qu'on puisse demander à des artistes de penser leur politique. Ce qu'on peut demander à des artistes, c'est de créer. Il appartient à tous ceux qui gravitent autour. Les politiques, c'est vrai, mais aussi les mécènes, les arrangeurs, tout ce qui gravite autour. C'est à ceux-là qu'il appartient d'aider ces artistes-là à une meilleure promotion. C'est d'ailleurs dans ce sens que le colloque s'est fini sur une rencontre, une table ronde qui a regroupé les praticiens du Zouglou, les chanteurs, mais surtout tous les professionnels de la musique pour voir avec eux ce qui a été fait, ce qui ne marche pas et les possibilités éventuellement de les aider à mieux avancer. D'accord. Autre question, ce sera certainement la dernière. Vous avez abordé au cours de ce colloque le rôle des médias numériques dans la promotion du Zouglou. Oui, ça a été le sujet d'une communication qui a d'ailleurs été proposée par un docteur allemand, docteur Schumann Hahn, qui essayait de voir comment est-ce que les médias numériques pouvaient éventuellement aider à lutter contre la question du piratage.
c'est une question qui est ouverte, c'est une brèche qui a été ouverte et on espère que les actes du colloque qui vont être publiés vont apporter des réponses à ces problématiques-là que nous avons soulevées pendant ces 3 jours. Merci infiniment, Marie-Clémence Adam. Je rappelle que vous êtes l'initiatrice du colloque international sur le Zouglou. Avec vous, on a parlé de fond en comble, justement, de cette rencontre, de ce rendez-vous de culture. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.